Alors, Christine Boutin, est-ce que vous voulez réagir à cette chronique de Léopold Gautier qui ne semble pas convaincu par l'union des croyants? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette union du croyant? Est-ce que ça veut dire qu'on a le même Dieu? Est-ce qu'on prie ensemble, ou est-ce que c'est simplement une alliance de valeurs? Je pense que cette chronique est brillantissime et très intéressante, très bien lue et avec du fond. Donc je tiens à la saluer. Pour moi, l'union des croyants n'est pas quelque chose qui dirige vers la confusion. Pas du tout. L'union des croyants, c'est le thème de votre émission de ce soir. Moi, ce que je pense profondément, tout le monde sait très bien quel est mon engagement personnel, et de j'ai été très heureuse à l'occasion des élections européennes, même si le score n'a pas été bon, de pouvoir dire en vérité les raisons pour lesquelles je fais de la politique depuis 30 ans et quelles étaient les valeurs qui portaient cet engagement politique. Moi, je suis catholique, c'est le sens de ma vie. Je l'ai dit très clairement, mon maître c'est le Christ, et j'ai essayé dans ce milieu dans lequel je suis, qui est celui de la politique, qui n'était pas obligatoirement mon objectif au départ quand j'avais votre âge, Benjamin, mais il se trouve que voilà, je suis arrivée dans la politique et j'ai essayé, avec toutes les difficultés que ça comporte, mais tout homme, quel que soit, ou femme, quel que soit l'endroit où il vit, c'est toujours très difficile d'être fidèle au Christ. Mais quand on est en politique, c'est un lieu particulier où on peut a priori agir. On s'aperçoit très vite que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais en tous les cas, moi j'ai essayé, dans ma vie politique, d'être fidèle aux évangiles et au Christ. Alors, l'union des croyants, c'est pas du tout l'abandon de la croyance et de sa foi, pas du tout, bien au contraire. Et moi, je pense, et peut-être on va sans doute y revenir pendant cette heure, mais je pense que la grande difficulté qu'a connue notre pays, et qui si aujourd'hui se pose des questions par rapport aux autres religions, c'est que les responsables et les élites ont depuis des années, pour ne pas dire des siècles, abandonné les véritables fidélités à la fille aînée de l'Église que nous sommes. Je pense que nous avons abandonné, nous avons relativisé et nous avons laissé penser que notre pays était un territoire vierge. Parce qu'il n'assumait plus ce qui avait fondé son histoire. Donc voilà ce que je peux vous dire en réponse un peu rapide. On y reviendra, mais pour moi, l'union des croyants qu'il faut définir n'est pas du tout l'abandon de sa foi et de son histoire, de ce qui nous a fait, mais bien au contraire l'affirmation et la nécessité de rattraper un retard que nous avons mis en place par nos abandons successifs. Merci Christine Boutin. Alors Philippe Vardon, vous aussi, je crois que vous refusez que la France soit un territoire vierge, d'où les choses, on construise une république ex nihilo. Mais alors vous avez d'autres voies pour y parvenir. L'identité. Et moi, quand vous me dites union des croyants, la première chose en tant que catholique, mais aussi en tant que responsable politique, j'ai envie de vous dire, mais nous n'avons pas la même foi, et puis nous n'avons pas les mêmes combats, parce que on va pas tourner autour du pot. L'union des croyants, c'est l'union des croyants entre catholiques et musulmans. L'union des croyants, j'ai immédiatement envie de vous répondre non. L'union des patriotes, l'union des catholiques, l'union des Français, l'union des Européens même, pour justement à nouveau combler ce vide. Bien sûr, je rejoins Madame Boutin. Nous sommes, nous, des déracinés de l'intérieur. On nous a tout pris. Et aujourd'hui, effectivement, aboutissement de cette indifférenciation, on voudrait enseigner à nos enfants. Moi, j'ai un petit de 3 ans qui va rentrer à l'école à la rentrée, mais je suis un petit peu concerné. On voudrait dire à nos enfants que finalement, hommes, femmes, c'est à peu près pareil. Mais on est dans l'aboutissement d'une logique. On nous a expliqué auparavant que nous n'avions plus de Dieu, que nous n'avions plus de terroir, que nous n'avions plus de frontières, plus de profession même. On a tout indifférencié. Et on est là dans l'aboutissement d'une logique. Et je ne voudrais pas, moi, que ce grand vide soit comblé par le grand remplacement. Puisqu'on parle ici
de l'union des croyants, donc entre catholiques et musulmans, et que je rappelle que l'islam en France est une importation récente liée à l'immigration massive. Cette immigration massive qu'on a promue, laissée perdurer idéologiquement au nom de ces mêmes principes d'indifférenciation qui font qu'on déplace des populations. Vous savez, en Afrique, c'est au début les paysans qui vont vers les villes, puis ensuite des villes d'Afrique vers les ports, puis ensuite des ports vers cet Eldorado qui n'en est pas un, qui est l'Europe. Je ne veux pas, moi, qu'on tombe là dans une espèce de relativisme absolu. Alors, moi, je suis pas théologien, je suis pas prêtre, mais quand même, faut pas dire n'importe quoi non plus. On nous parle de valeurs, c'est le grand mot. Donc, on nous parle d'union des croyants, d'union entre musulmans et catholiques, c'est valeur, le mot-clé. Mais justement, je voudrais revenir sur la naissance de ce concept, parce qu'en fait, finalement, c'est assez récent, Christine Boutin. C'est un petit peu né cette année à la suite de la mobilisation de la Manif pour tous, puisque c'est vrai que Frigide Barjot avait tenté de mobiliser les musulmans avec assez peu de succès, il faut le dire, parce qu'il y en avait quelques-uns dans les manifs, mais c'était infinitésimal. Voilà, infinitésimal. C'était moins de 1%. Peut-être c'était très bien qu'il soit là, peut-être, mais en tout cas, il n'était pas très nombreux. C'était pas la grande masse des manifestants. Et en fait, c'est vraiment venu sur le devant de la scène en janvier avec le débat sur la théorie du genre à l'école, et notamment avec l'initiative de Farida Belgoul qui, en janvier 2014, je crois, a lancé ces journées de retrait de l'école. Alors, je crois que c'est très intéressant de voir d'où ça vient, puisque Madame Belgoul vient de l'extrême gauche ou de l'ultra gauche et a commencé, disons, à apparaître publiquement lors de la marche des Beurs en 1983 et 84. Et je crois, donc je la connais pas très bien, mais je crois qu'elle a toujours prôné l'égalité plutôt que le repli communautaire. Mais est-ce que vous pensez que c'est sain, finalement, que cette initiative vienne de quelqu'un qui a ce parcours-là, qui vienne de la marche des Beurs? Ce que je pense surtout... moi, je la connais bien, Farida Belgoul. Je la connais bien, enfin je la connais depuis peu de temps, parce qu'avant je ne la connaissais pas. Moi je suis plutôt une femme de droite. Elle effectivement c'est une femme de gauche, et moi je n'avais aucun contact avec elle puisqu'elle était d'origine musulmane. Mais la question que vous posez est une question très importante, parce qu'en réalité, par rapport à nous, catholiques, quand est-ce qu'on a commencé à parler de ce problème de l'égalité et de la théorie du genre? C'est quand Madame Belgoul, c'est-à-dire une musulmane, s'est levée pour dire « je n'en veux pas ». Et ça nous met devant nos propres responsabilités. Vous savez, j'ai eu le grand honneur d'être nommé par Jean-Paul II, renouvelé par Benoît XVI et le pape François, consulteur du Conseil pontifical pour la famille. En 1995, vous m'entendez bien, en 1995, une dame, dont je tirais le nom, mais qui était très proche de Jean-Paul II et que je connaissais, grâce à cette nomination, alors que j'étais députée et je partais à Pékin pour la conférence des femmes, vous savez, fameuse. Et cette dame me dit, Madame Boutin, je tiens à vous informer d'une idéologie qui est en train de naître, qui se développe et qui va être développée à Pékin, qui est la théorie du genre. C'est-à-dire qu'on choisit son sexe. Je dis moi. Et donc ça, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, c'était en quelle année, Christine? 1995. 1995. Honnêtement, moi, revenant même dans ma propre famille, qui me connaît bien et qui connaît mes engagements, j'ai osé en parler à mon mari, parce que c'est une théorie qui est tellement dingue que on joue même sa propre crédibilité. À dire, mais non, je ne suis pas une femme. Si je suis une femme, c'est parce que j'ai choisi. Toi, mon mari, c'est un homme, c'est parce que tu l'as choisi, mais c'est pas du tout, c'est une norme sociale, etc. Il a fallu qu'il y ait, en réalité, le mariage gay, la loi Taubira, pour que les Français acceptent d'entendre qu'il y avait cette théorie du genre. Parce que vous savez que je me suis beaucoup engagée en 99 contre le Pax. Est-ce que j'en subis encore toutes les avanies, mais je ne regrette en rien ce combat. Il a fallu qu'il y ait la loi Taubira, c'est-à-dire quelque chose qui semblait quand même impossible à la majorité des Français, pour se dire, si on parle de la théorie du genre, c'est donc possible, puisqu'ils ont été capables de faire la loi Taubira.
Et moi, la question que je vous pose, Benjamin, c'est comment se fait-il que depuis au moins presque 20 ans, il a été impossible de parler de cette théorie du genre parce que les oreilles ne s'ouvraient pas. Et pourquoi c'est une musulmane qui l'a sortie? Et pourquoi ce n'est pas des catholiques qui l'ont fait? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été capables entre nous, catholiques, de nous écouter. Nous n'avons pas été capables de dialoguer, simplement déjà entre nous. Alors quand vous parlez de l'union des croyants, moi j'aimerais déjà qu'il y ait l'union des catholiques. Parce qu'entre nous, c'est quand même de grandes divisions. Et on est tellement divisés, et on est tellement sûr, chacun dans son petit précaré, de la force de ce que nous pensons, chacun dans notre coin de pré-catholique, que nous ne disons rien, et qu'in fine, c'est une musulmane, et qui le dit avec talent. Et pourquoi? Alors moi, je ne peux pas répondre à sa place. Comment est-elle passée de 83 de la gauche à 2013 sur le GRE? Je crois que entre-temps, cette dame a eu des enfants. Elle a eu des enfants et que, simplement, eh bien, comme femme, elle s'est rendue compte d'un certain nombre de choses. Et je vous assurer, pour avoir fait des conférences avec elle, que elle dit avec une force, mais de femme. Elle le dit pas comme musulmane, mais elle le dit comme femme. Elle est aussi musulmane, et il n'y a sans doute pas de séparation entre les deux. Avec une force que j'aurais moi-même, pourtant Dieu sait si on n'arrive pas facilement à me faire taire, que j'aurais aimé avoir cette force-là. Alors Philippe Vardon, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que Farida Belgoul a pallié un manque des catholiques et des Français européens qui ne se sont pas engagés pour lutter contre la théorie du genre? Heureusement que les musulmans sont là. Nous voici sauvés. Non, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. La première contestation intellectuelle en France sur la théorie du genre, elle n'est pas née en janvier. Ce sont des auteurs, des chercheurs catholiques. La première, la vraie, la plus intense mobilisation contre la théorie du genre, c'est la Manif pour tous. La Manif pour tous. Pardonnez-moi, Philippe Vardon, il y a quelques années d'un numéro d'Éléments de la revue d'Alain de Benoît qui avait été consacré justement à la théorie du genre et qui avertissait déjà. Qui n'est pas catholique. Qui est pas dire Benoît n'est pas vraiment catholique, mais c'est assez. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas attendu Farida Belgoul en janvier pour savoir qu'il y avait un problème avec le genre. On peut quand même signaler, la Manif pour tous s'est mobilisée là-dessus. Pas sur le genre. Elle s'est mobilisée sur la Tate Taubira, sur le mariage homosexuel, mais pas sur le genre. Immédiatement, sur la fin du mouvement social de défense de la famille et des familles contre la loi Taubira, la question du genre était posée, et elle était posée dans le débat. Je veux dire, il faut pas non plus. On a l'impression là, mais ça rejoint. C'est au cœur de cette logique d'union des croyants, de réconciliation, où on se voit le moindre rappeur qui dit qu'un jour peut-être s'il trébuche, il voterait FN, ça devient un musulman patriote formidable, assimilé, etc. Même s'il met d'ailleurs des femmes voilées avec des drapeaux bleu, blanc, rouge sur leur voile, c'est formidable. Je dis, les Français et les catholiques ont donc aujourd'hui si peu foi dans leur Dieu et leur peuple qu'ils doivent aller ainsi chercher le secours des immigrés et des musulmans pour se battre contre la folie de nos gouvernants. Alors, et d'ailleurs, c'est pourquoi. Alors, Farida Belgoul est contre le gender. Elle a bien raison. Elle a bien raison. Mais cette lutte, elle se fait sur le plan uniquement séculier, sur le plan religieux. Pourquoi cette dame s'affirme-t-elle dans cette lutte comme musulmane? Parce qu'après tout, des gens qui sont contre l'indifférenciation des sexes, c'est aussi des athées, sans doute des bouddhistes, sans doute mais elle n'est pas toute seule, Farida Belgoul. Pardon, il se trouve que son initiative Journée de retrait de l'école a eu un retentissement que aucune autre initiative. Alors, il est vrai que la Manif pour tous en septembre dernier, à la fin de la lutte contre le mariage pour tous, avait fait une manifestation avec une banderole François, t'es pas mon genre. Je m'en souviens très bien puisque et pas que ça, Benjamin. Mais les chroniques de Zemmour l'an dernier sur la Manif pour tous parlaient du genre. L'an dernier. Mais est-ce que vous pouvez quand même accorder à Farida Belgoul le fait d'avoir vraiment mis cette question sur le devant de la scène, puisque son initiative Journée de retrait de l'école a été percutante et a fonctionné. Peut-être qu'elle a mieux fonctionné que les initiatives précédentes. Écoutez, ça, j'en suis pas sûr que dans nos milieux, n'est-ce pas, où finalement l'exotisme a bon public, semble-t-il, on soit passionné pour cela. C'est une chose, mais moi l'impact réel, je demande à voir. Je demande moi aussi sur quel schéma on se base, donc dans cette union des croyants avec le camarade Farida Belgoul, où est-ce qu'on se place
on est dans un espace laïque d'intervention citoyenne, on est dans le relativisme, le syncrétisme, on se bat ensemble parce qu'on a le même Dieu. Comment on se situe? Parce que vous savez qu'en islam, on n'est pas d'accord avec la théorie du genre, c'est tout. Et donc cela légitime tout, ça valide ainsi. Et puis Farida Belgoul, que moi je ne connais pas, j'ai aucun problème avec cette dame, mais enfin il faut savoir qu'elle pratique un islam soufi. Hein, Farida Belgoul, je veux dire l'islam soufi qui est plutôt à l'islam, plutôt c'est le yoga de l'islam, quoi. Enfin, je veux dire, c'est totalement marginal. Alors, au nom des JRE de Madame Belgoul, vous vous retrouvez, Madame Boutin, à tenir une conférence de presse commune avec quelqu'un comme Nabil Nasri, qui est lié aux frères musulmans, qui est lié au Qatar, le même Qatar qui finance des djihadistes antichrétiens dans tout le Moyen-Orient. Ce que je veux vous dire à travers cet exemple, mais vous avez une responsabilité, vous portez une parole, vous représentez quelque chose dans le débat public français, vous l'avez dit et j'en conviens parfaitement, vous portez depuis longtemps cet étendard d'une politique qui s'inspire des valeurs chrétiennes et je crois qu'on en manque. Mais à partir de cette histoire de gender, de cette dame Farida qui s'élève toute seule, on en vient à valider des choses qui sont inacceptables. Alors là, les musulmans, avec Farida Belgoul, se mobilisent contre le gender. Très bien. Madame Boutin, très bien. Mais contre la théorie du genre, s'il vous plaît. Ça, c'est Radio Corbeau dans le cochon. Excusez-moi, boum, allez, la pièce dans le cochon. Contre la théorie du genre. Mais il y a eu de nombreuses modifications très graves dans l'enseignement qui est dispensé à nos enfants, qui sont liées, elles, à la présence massive de musulmans dans nos écoles. C'est moins grave, Madame Boutin, de ne plus pouvoir parler des croisades dans certaines classes. C'est moins grave, Madame Boutin, de zapper de notre histoire, Charles Martel, d'enfermer nos enfants dans le relativisme identitaire absolu en parlant de la même façon de l'islam et du christianisme. Hein. Finalement, les deux, c'est pareil en France. Farida Belgoul, elle va défiler avec nous pour retrouver des programmes qui enseignent réellement l'histoire à nos enfants. Par exemple, défilera-t-elle avec nous pour qu'on ne les culpabilise plus à l'école sur la colonisation ? Bon, alors Farida Belgoul n'est pas là pour répondre à la question. Je l'avais invitée d'ailleurs, mais elle ne pouvait pas venir ce soir. Mais Madame Boutin, est-ce que ça serait pour relayer la question de Philippe Vardon, est-ce que finalement ça serait pas une habitude de la droite de se chercher toujours un sauveur à l'extérieur, puisqu'on l'a vu par exemple dans les années 30, une partie de la droite voyait l'Allemagne, pensait que le salut viendrait de l'Allemagne. Dans les années 50, c'était la gauche c'était la gauche donc, qui voyait le... Dans les années 30 aussi, c'était la gauche, hein, Benjamin. Bon, en tout cas, la gauche qui voyait le salut dans l'Union soviétique et la Russie, mais à droite, on voyait le salut outre-Atlantique avec les États-Unis. Et maintenant, on a l'impression qu'une partie de la droite voit le salut outre-Méditerranée. Et justement, pour se dispenser d'avoir à faire le travail, ce que vous regrettiez d'ailleurs tout à l'heure, Madame Boutin, mais pour se dispenser d'avoir à faire soi-même ce travail, ce combat. Est-ce qu'il ne s'agit pas un petit peu de cela? Écoutez, moi je voudrais réagir à plusieurs choses. La première, moi je suis d'accord avec avec Philippe Vardon sur le fait qu'il est inacceptable qu'on ne puisse plus parler de la croisade, que l'on ne puisse plus parler de Charles Martel, etc. Et ça fait référence très directe, et ça on est complètement d'accord, ça fait référence aux abandons successifs auxquels je faisais allusion tout au début de l'émission en disant ça fait 200 ans qu'on n'a pas arrêté d'abandonner des valeurs profondes. Mais ça, c'est pas la faute des musulmans. Parce que c'est pas les musulmans qui ont demandé ça, c'est nous qui petit à petit l'ont fait. Première chose. Non, mais Madame Boutin, c'est la présence massive de musulmans en France qui cause ça aussi. Non. Parce que nous n'avons pas assumé ce que nous sommes. Moi, j'assume très bien. En tous les cas, moi, c'est ce que je pense profondément. C'est pas les musulmans qui nous ont demandé de ne plus parler de Charles Martel. C'est nous qui avons abandonné de le faire depuis des années. Vous savez très bien que c'est impossible aujourd'hui dans de nombreuses classes, dans notre pays. Mais c'est inacceptable. Et c'est la raison pour
pour laquelle il y a une agressivité. On ne peut plus l'enseigner. Mais parce que c'est une question de volonté politique. Alors là, ça je peux vous le dire comme femme politique engagée depuis 30 ans et dans l'action politique, c'est une question uniquement de décision politique. La deuxième chose par rapport à Farida Belgoul, on va pas faire toute l'émission sur Farida Belgoul et le fait que à sa conférence de presse il n'y avait que des musulmans. Mais moi je regrette énormément qu'il n'y ait pas eu plus de catholiques. Il n'y avait pas que des musulmans. Moi ce que je regrette c'est qu'il y a eu beaucoup de catholiques aussi. Il y avait quasiment que des musulmans. Il n'y avait pas de catholiques. Encore une fois, le territoire complètement laissé vierge. Troisièmement, alors pour répondre à votre question très directement, Benjamin, vous savez, mais ça j'ai eu l'occasion de le dire, vous opposez la droite et la gauche. Mais honnêtement, il n'y a aucune différence entre la droite et la gauche depuis des années, pour ne pas dire des siècles. Mais maintenant, on est arrivé à un aboutissement, je l'ai dit déjà nombreuses fois, entre la droite et la gauche, philosophiquement et spirituellement. Si on peut parler spirituel en termes politiques en France, il n'y a plus de différence. Donc, pour moi, vos exemples sont tout à fait justifiés, mais ce sont les mêmes. Pour moi, ce sont les mêmes. J'ai passé tout mon temps de la campagne européenne pour dire que c'était la même chose, le PS et l'UMP. Donc voilà, ils le font peut-être pas obligatoirement. Du reste, je pense, mais enfin bon, c'est pas la peine, je peux pas parler de choses. Alors on va laisser Hélène Hardy nous lire quelques messages d'auditeurs. Vous êtes sur Radio Courtoisie, à l'écoute du libre journal des débats de Benjamin Blanchard, assisté de Hélène Hardy. Il reçoit dans cette première partie Christine Boutin, ancienne ministre et présidente d'honneur du Parti chrétien-démocrate, et Philippe Vardon, président de Nissa Rebella et cofondateur du mouvement identitaire, sur le thème « Faut-il faire l'union des croyants ?» Alors, question d'un auditeur à Madame Boutin, ne faut-il pas se rapprocher plus de la Russie que des USA ? Non, on va lire tous les messages si vous voulez bien, et je vous laisse prendre des notes pour répondre de manière groupée, que certains se recoupent. Ensuite, question d'un musulman. D'où vient la théorie du genre ? Ce n'est pas une religion, mais une idéologie que doivent combattre les trois religions. Ensuite, une autre question pour vous, Madame Boutin. L'union des croyants est-elle possible malgré l'intolérance islamique à travers l'Orient ? Alors, y a-t-il une question pour Philippe Vardon ? Pour l'instant, pas encore. Bon, alors je vais essayer. Et juste une dernière question. Le plan mondialiste et œcuménique monté par les francs-maçons s'accomplit sous ses yeux. Alors, s'accomplit sous nos yeux, voir ce qui s'est passé au Vatican avec Shimon Peres et Mahmoud Abbas, alors que le Christ avait dit à ses apôtres, allez et enseignez à toutes les nations et non ramenez-les chez nous. Bon. Alors Christine Boutin, alors en ce qui concerne, beaucoup interpellée par les auditeurs de Radio Courtoisie. C'est très gentil, je suis très très sensible. Je vais essayer de répondre aussi directement que possible. Alors sur la première, faut-il mieux soutenir la Russie que les USA ? Bon, c'est peut-être un petit peu lapidaire et un peu simple de poser la question sous cet angle-là. Je pense, là, on vient de fêter le jour J, le 6 juin. Bon, voilà, vis-à-vis des Américains, on ne peut pas avoir une attitude de rejet complet. Cela dit, aujourd'hui, et ça aussi, j'ai eu l'occasion de le dire pendant la campagne de façon très claire, je trouve que on fait un procès d'intention vis-à-vis de M. Poutine qui est tout à fait exagéré. Et quand on voit justement l'influence sur les sujets de société qui sont vraiment pour moi fondamentaux, eh bien je trouve que M. Poutine, qui essaie de faire en sorte que, par exemple, le mariage homosexuel ne puisse pas avoir lieu en Russie, me semble être une bonne orientation. Mais on sait aussi l'influence de l'Église orthodoxe par rapport aux voies politiques en Russie. Donc moi, je suis plutôt aujourd'hui favorable à l'attitude de M. Poutine, que je trouve très très intelligent. Alors naturellement, nous restons avec l'idée du communisme, mais ce n'est plus du tout ça maintenant en Russie. Donc voilà ma réponse. J'espère qu'elle est suffisamment claire. D'où vient la théorie du genre ? La théorie du genre, c'est une idéologie, oui, monsieur ou madame, vous avez parfaitement raison de le dire, qui vient en fait des organisations internationales comme l'ONU.
c'est quelque chose qui est envisagé depuis de très nombreuses années, qui se construit petit à petit et qui est en sorte en réalité derrière la théorie du genre qui est une idéologie, c'est tout simplement la négation de valeurs de transcendance supérieure à l'homme. L'homme peut tout décider, donc il ira jusqu'à décider de son sexe, et c'est une idéologie qui conduira vers la barbarie et vers un état totalitaire, puisque naturellement le fait de pouvoir choisir son sexe est une utopie, et que faire croire aux hommes qu'ils peuvent choisir leur sexe, c'est que l'on veut donc complètement les manipuler. L'Union des croyants cette question-là, il y avait une question d'intolérance. L'union des croyants est-elle possible malgré l'intolérance islamique à travers l'Orient? Ah oui, c'est ça. Je crois que l'auditeur réagissait à ma petite introduction sur le sort des chrétiens en Irak. Il avait raison. Il est bien évident, il faut savoir que dans le monde, ce sont les chrétiens qui sont les plus nombreux comme étant tués, assassinés dans le monde entier. Ce n'est pas pour rien. Et si nous sommes chrétiens, nous savons très bien ce qui nous attend. Et justement, je pense que aussi une des questions fondamentales qu'il faut se poser, c'est de savoir jusqu'où nous sommes prêts à assumer notre foi. Oui, mais par qui sont-ils tués? C'est ça. Ils sont tués principalement par des musulmans. Bien sûr, ils sont tués. Enfin, pour la grande part, ils sont tués par des musulmans. Mais je ne crois pas personnellement, je peux me tromper, mais je ne crois pas que tous les musulmans, du reste, quand vous qui êtes allé en Irak, vous savez très bien la différence entre les chiites, les sunnites, etc. Il y a différents degrés. Comme un peu dans toutes les religions, et là il y a moi je dirais des dingues de la religion musulmane qui vont tuer les chrétiens parce que les chrétiens sont des hommes et des femmes debout, et que voilà. Mais l'union des croyants avec les djihadistes, je ne la vois pas possible personnellement. Si c'est la question. Madame Boutin, quand vous prenez la parole à cette conférence de presse aux côtés de quelqu'un comme Nabil Nasri, qui est quelqu'un qui est lié aux frères musulmans, qui est quelqu'un qui est lié au Qatar. Vous voyez, c'est là que je veux en venir. On est dans ce relativisme. Alors, au nom de la lutte contre le genre, parce que Madame Farida Belgoul est sympathique, on se retrouve à prendre la parole aux côtés des Nabil Nasri. Non. Il y a une question que vous avez posée tout à l'heure. Est-ce que c'est plus grave? Est-ce que c'est plus grave? On va pas faire une hiérarchie, mais quand même, vous avez posé la question. Est-ce que c'est plus grave de ne pas pouvoir parler de Charles Martel, et que de la théorie du genre? Moi, je pense que la théorie du genre est gravissime. Non, mais c'est gravissime. Elle est plus grave. Les conséquences de l'immigration islamisation en France, elles se résument pas à cet épisode que j'ai évoqué dans les classes, parce que on nous dit on combat le genre. Va imposer un changement de civilisation. Ah oui, très bien. Absolument. Mais quid alors du changement de civilisation qui s'opère en France à travers le changement de population? Ça, c'est moins grave. En fait, c'est quoi le projet derrière cette union des croyants? C'est une France black blamber, c'est le multiculturalisme, mais contre le genre, contre le genre surtout. Alors Philippe Vardon, avant de laisser la parole à Madame Boutin, mais Madame Boutin, vous avez beaucoup plus parlé pour l'instant. Je suis désolée, mais je vais le dire. Mais par contre, je vais simplement répondre à la dernière question parce que je ne veux pas laisser votre auditeur sans ma réponse. Pour moi, peut-être que l'auditeur n'est pas du tout de mon avis, mais moi, je suis admirative de ce qu'a fait le pape François au Vatican en rassemblant Shimon Peres et Mahmoud Abbas. Alors, avant d'écouter un bobino qui nous annonce la fête du livre de Radio Courtoisie qui se tiendra dimanche, je voudrais poser une dernière question avant ce bobino à Philippe Vardon. Qu'est-ce que vous voulez en faire des 5 à 7 millions de musulmans, voire plus, qui sont en France? C'est une force incontournable. Alors là, on a beaucoup parlé du genre, mais l'objectif de cette alliance de revers, comme on l'a lu quelquefois, c'est justement peut-être plus large que de combattre la théorie du genre. Ça serait finalement un véritable front conservateur, comme on a pu le voir par exemple aux États-Unis entre les chrétiens et les mormons qui se sont alliés pour faire obstacle au mariage homosexuel. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Le parallèle me semble quand même hasardeux. Comparer la relation entre chrétiens et mormons dans cet étrange pays que sont les États-Unis à celle que peuvent avoir les chrétiens et les musulmans dans ce pays qui est la France, fille aînée de l'Église, un pays qui est né
de la religion chrétienne à travers le baptême de Clovis. Ce conservatisme pour défendre quelles valeurs? Parce que si vous me dites que les valeurs de l'islam et celles du christianisme ce sont les mêmes, j'ai quand même envie de vous répondre qu'à minima il y a au moins une des deux religions que vous connaissez pas. Hein, il faut quand même être sérieux là-dedans. Je reviens encore là-dessus à travers qu'on parle de l'union des croyants, la grande réconciliation, etc., etc. C'est quoi le projet? C'est la validation du multiculturalisme, c'est la validation de la France multiculturelle. Alors, on nous dit souvent, on nous parle de réalisme. C'est un peu le sens de votre question, Philippe Vardon. Soyez réaliste. Il y a 7 à 8 millions, un petit peu plus, hein, Benjamin, de musulmans en France, alors soyons réalistes. Et moi, quand j'entends réalisme, j'entends renoncement, abdication. Parce que si on veut être vraiment réaliste, le seul réalisme, c'est de reconnaître que les sociétés multiculturelles sont toutes multiconflictuelles, que les sociétés multiraciales tournent toutes au multiracisme, à la haine de tous contre tous. Et donc, en conséquence, que ce soit au nom d'une idéologie, au nom de vils objectifs mercantiles, ou bien d'un hypothétique front des croyants, ou bien d'une hypothétique réconciliation où tous les Médine-Mouche et tous les Mohamed Merah se mettraient au garde à vous devant le drapeau français, le maintien de cette société en l'état de cette cohabitation qui ne fonctionne pas, qui n'entraîne que chaos, que colère, que rage, le maintien de cette société entraînera des conséquences terribles. Ça ne marchera pas, ça n'a jamais marché. Le multiculturalisme, c'est la guerre. Merci Philippe Vardon, et nous allons écouter tout de suite le Bobino pour la fête du livre de Radio Courtoisie. Dimanche 15 juin, à Paris, fête de la courtoisie, à l'espace Champéret, dimanche 15 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie, ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque, venez acheter d'irremplaçables cadeaux, offrez des livres dédicacés. Causerie avec Philippe Pichot-Bravard à 11h30 sur le thème Tradition et Révolution, avec Paul Dehevels, Bernard Dalberg et Claire Séverac à 15h sur le thème Les dangers des médicaments. Retenez, dimanche 15 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la Porte Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Eustrecher, métro Porte de Champéret. Entrée 5 €, gratuit sur présentation de la carte d'auditeur ou du reçu de cotisation et pour les personnes de moins de 27 ans. Chers auditeurs, j'espère vous retrouver nombreux donc dimanche à la fête du livre de Radio Courtoisie. J'espère vous retrouver à mon comptoir où se trouveront notamment Émeric Choprade pour ce qui dédicacera sa chronique du choc des civilisations. On y retrouvera également Geneviève et Jean-Claude Antacli que j'ai reçus lors de ma dernière émission pour nous parler de la Syrie, qui dédicaceront Itinéraire d'un chrétien d'Orient et Syrie, une guerre sans nom, et bien d'autres auteurs, notamment Yannick Jaffray pour son essai Vladimir Bonaparte Poutine. Léopold Gauthier, vous serez là dimanche? Nous vous retrouvons à la fête du livre. Merci, je vais vous faire un petit coucou. Est-ce que vous passerez nous voir, Christine Boutin? Écoutez, je ne sais pas, je ne pense pas parce que j'ai un certain nombre de manifestations à Rambouillet, donc je ne crois pas. Bon, l'an prochain, quand vous aurez écrit mon livre, vos mémoires. Absolument. Le livre d'entretien avec Farida. On va laisser là Madame Bellegoul, et je crois que Christine Boutin voulait réagir C'est un fil rouge, hein, Farida. Vert, au dernier propos de Philippe Vardon sur quelle société voulez-vous? Je voulais réagir à la définition rapide qui a été donnée du réalisme. Pour vous, vous avez dit réalisme, ça veut dire abdication. Alors moi, ce réalisme-là, celui auquel on nous appelle en nous disant ils sont là, ils vont rester, faisons avec. Oui, bien sûr. Alors mais moi je mettrais plutôt dialogue. Voyez, c'est ça, c'est notre grande différence. C'est que je pense qu'il vaut toujours mieux le dialogue
que la fermeture. Ça peut aller jusqu'à donner faut parler le sa vie. même langage pour dialoguer. Oui, mais si par exemple, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure sur les problèmes des programmes de nos enfants à l'école, nous devons imposer notre histoire et l'enseignement de notre histoire à nos enfants. Si on se laisse faire, c'est parce que là, on abandonne. Là, effectivement, il y a abdication. Mais moi, je pense au dialogue. Et peut-être que je vais vous choquer, surtout après vous avoir parlé de dialogue, c'est que, comme catholique, je crois profondément que le Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Alors, soit je crois cela, soit je ne le crois pas. Si je le crois, ce qui est mon cas, eh bien, je ne dois pas avoir peur, même si cela doit me coûter la vie. Donc, il faut, pour pouvoir faire en sorte que la vérité puisse triompher, qu'il y ait le dialogue. Sinon, s'il n'y a pas de dialogue, eh bien, comment se positionner, comment exister, comment faire triompher la vérité? Mais Christine Boutin, avant de laisser la parole à Philippe Vardon qui piaffe d'impatience, est-ce que j'entends bien vos propos sur le dialogue, mais il y a également une vertu qui est la vertu de prudence. Oui, mais ça. Est-ce que là vous ne contrevenez pas à la prudence? Pas du tout. Pas du tout. La prudence, elle est dans le dialogue, dans les nécessités du dialogue. Si vous n'avez pas le dialogue, vous allez à la confrontation. Vous allez obligatoirement au heurt. Non, je crois pas. Je crois que la prudence, c'est d'affirmer sa foi et de ne pas renoncer à sa foi. C'est de ne jamais capituler devant sa foi. Vous savez, soit on est en situation de crédibilité, je dirais même de force par rapport à ces valeurs spirituelles, soit on est dans l'abdication ou dans le consensus ou dans quelque chose de mollasson. À ce moment-là, c'est terminé. On n'existe plus. Moi, je crois qu'il faut que les catholiques existent en tant que tels et qu'ils assument, comme nous le montre l'exemple, parce qu'on dit souvent chez nous c'est difficile. Mais enfin, vous parliez de la Syrie, vous parliez de l'Irak. Mais enfin, on est ridicules, nous catholiques, sur notre territoire par rapport à ces hommes, ces femmes et ces enfants qui sont massacrés par les musulmans djihadistes. Nous sommes ridicules. Alors Philippe Vardon, est-ce que vous pensez qu'il est encore temps de dialoguer? Est-ce que c'est encore le temps du dialogue? C'est terrible parce que Madame Boutin, quand vous nous appelez effectivement à cette admiration pour les chrétiens de Syrie, pour les chrétiens d'Égypte, qui sont massacrés par les djihadistes, mais dans le même temps, vous vous rendez au congrès de l'UOIF, mais dans le même temps, vous prenez la parole, prenez la parole aux côtés d'Enabil Nasri, qui est le représentant des intérêts du Qatar en France. Mais c'est pas le dialogue, vous les validez, ces gens-là. Vous les validez. Le dialogue, vous avez parfaitement raison, il faut dialoguer. Déjà, le dialogue politique, on s'entend bien, parce que le dialogue interreligieux, si tant est qu'on en ait besoin, moi je le laisse au curé. Hein. Les responsables politiques ont d'autres devoirs. Mais le dialogue, ça n'empêche pas la fermeté, la force, l'affirmation. Et puis, il faut pas non plus rester dans le dialogue quand l'autre a commencé à vous mettre des baffes derrière la tête. Je veux dire, il faut pas être comme ça dans une volonté. Ah ben moi je continue à dialoguer. Bim, tu m'as fait un peu mal, mais on va toujours dialoguer. Quand vous allez au congrès de l'UOIF pour dialoguer, dites, je suis surprise que l'UOIF m'appelle. J'ai eu un peu d'appréhension. Est-ce que je n'allais pas chez des ayatollahs qui prônaient la lapidation des femmes? J'ai pris le risque de faire confiance et je n'ai pas été déçu. Je sais que beaucoup de catholiques vont être surpris, mais j'espère que certains vont se dire, si Christine Boutin y est allée, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec les musulmans. Ce sont vos propos. Vous délivrez donc ce message, vous validez l'Union des organisations islamiques de France. Vous dites qu'il y a quelque chose à faire avec l'UOIF, avec les gens qui représentent en France la doctrine des frères musulmans, et puis vous nous dites, j'y suis allé et j'ai eu un peu d'appréhension, est-ce que j'allais pas chez des gens qui prônaient la lapidation? Mais la même année, Madame Boutin, où vous participiez au congrès de l'UOIF, il y avait quelqu'un d'autre qui prenait la parole, c'est Annie Ramadan. Et lui, je vous rassure, il prône la lapidation. Il ne faut pas, comme ça, être dans ce relativisme. Par moments, j'ai l'impression que vous... Qu'est-ce que vous proposez, vous? Ah ben moi, j'irai jamais dialoguer avec l'UOIF. Qu'est-ce que vous proposez? Et même il y a 90% des musulmans qui respectent les lois de la République française. Et même dans le cas... Qu'est-ce que vous proposez? Je sais pas d'où sort ce chiffre, 80% des musulmans, c'est... Bon, vous avez demandé dans votre quartier. Qu'est-ce que vous proposez? Moi, je propose le dialogue. Moi, je ne dialogue pas avec l'UOIF. Je ne dialogue pas avec une organisation qui relaie en France le discours des frères musulmans. Alors, si vous ne dialoguez pas, Philippe Vardon, j'interdis l'UOIF, mais si je suis aux responsabilités, mais attendez. Avec qui? Qu'est-ce que vous faites?
Bon, alors pas cela. Alors, avec qui vous dites, qu'est-ce que vous faites? Mettons cela, vous les mettez de côté. Aujourd'hui, le rôle central d'un responsable politique français, c'est de dialoguer avec l'islam. C'est ça? Moi, je considère qu'aujourd'hui, le rôle central d'un homme politique français, ça serait de défendre notre identité. Ça serait, mais la guerre civile, c'est le multiculturalisme, Madame Boutin. Vous croyez qu'en allant vous coucher devant l'UEF, qu'en prenant la parole, vous les avez validés? Non. Vous nous dites, il y a peut-être quelque chose à faire avec eux. Oui, dialogue. Mais vous connaissez, vous dialoguez comme le pape François vous dialoguez avec des gens qui s'inspirent de gens comme Karadaoui, mais vous pensez comme Annie Ramadan, mais ça c'est une réalité. J'ai l'impression, excusez-moi Madame Boutin, j'ai beaucoup de sympathie pour vous, mais j'ai l'impression que vous faites la preuve d'une naïveté. Vous nous dites, j'ai peur d'aller chez des gens qui prônent la lapidation. Cette même année, Annie Ramadan prenait la parole à ce congrès de l'UEF. Vous voulez dialoguer avec ces gens-là? Non, moi je ne le veux pas. Ces gens-là ont une doctrine politique. Vous vous êtes intéressé à la question des frères musulmans, Madame Boutin? Vous savez ce que ces gens-là veulent? Et qu'est-ce que vous proposez, vous? Mais très clairement, la défense de notre identité, Madame Boutin. Je considère, moi, que la présence de ces 8, 9, 10... 12 millions de musulmans en France ne doit pas nous conduire à altérer ce que nous sommes. Je considère effectivement... Je suis d'accord. Mais vous pouvez pas me dire je suis d'accord, parce qu'à ce moment-là, on va rentrer dans un dialogue, comme vous voulez, qui n'est pas logique. Il faut, à un moment, envisager que cette présence massive, que personne n'a voulu, personne autour de cette table n'a été consulté sur l'immigration massive, personne autour de cette table n'a voulu que se construise... On a commencé par ne pas vouloir avoir d'enfants alors que on fait beaucoup d'enfants. Déjà, nous, on a commencé comme ça. Mais non, mais Madame Boutin, vous exonérez leurs enfants aussi. Vous exonérez. La bande à Giscard et Chirac a fait venir leurs enfants. Madame Boutin, vous exonérez les immigrés de leurs responsabilités. C'est notre faute. On veut pas les intégrer. C'est notre faute. Non mais Philippe Vardon, on peut pas s'exonérer non plus de notre responsabilité, pas la nôtre en tant que Français, mais de nos gouvernants qui ont fait venir massivement des gens pour les faire travailler à bas prix. Mais Philippe, on les a élus, nos gouvernants, c'est le problème. On n'a pas voté pour eux. Pas tous à la fois, s'il vous plaît. Non, juste l'immigration de travail, c'est les années 70. Moi, je suis né en 1980. Aujourd'hui, on a une immigration qui est une immigration de regroupement familial, une immigration clandestine et une immigration d'allocataires. La mythologie du travailleur immigré va peut-être falloir arrêter. C'est 300 000 personnes qui rentrent chaque année. Ça ne s'arrête pas. C'est un flux continu. On dialogue jusqu'à quand? Mais Philippe Vardon, Léopold Gautier veut intervenir. Philippe Vardon, même si vous coupez l'immigration, ce qui à mon avis est absolument nécessaire, est-ce que du fait du grand nombre de musulmans, vous l'avez dit, peut-être 8, 9 millions, peut-être plus, en France, est-ce que du coup la problématique que vous voulez aborder, parce que le mot n'a pas encore été prononcé ce soir, est-ce que c'est pas la problématique de la remigration? Alors la remigration, c'est un peu le mot savant, un peu technocratique. C'est le retour au pays, mais enfin, bien sûr. Pourquoi? Pas par méchanceté, mais parce qu'on a quand même... Il y a la Coupe du Monde qui démarre dans quelques jours, On va voir en France ces supporters algériens nous dire « je suis fier d'être algérien ». Des gars qui sont là, qui sont deuxième, troisième génération, qui se revendiquent eux-mêmes algériens. Mais moi je dis, si l'Algérie, c'est ton pays, si le drapeau que tu brandis avec fierté, c'est celui de l'Algérie, si tu te revendiques toi-même algérien, si tu portes les couleurs de l'Algérie, si tu vas fêter la victoire de chaque match de l'Algérie, mais écoute... faut y retourner. Ne restons pas comme ça dans le malheur réciproque. Ça, je suis bien d'accord, c'est un discours qu'on peut leur tenir, mais quant aux faits, est-ce que vous croyez que ça va les convaincre? Parce qu'il y a un confort en France que je suis pas sûr qu'on trouve de l'autre côté de la Méditerranée. Bien entendu, mais moi je les appelle à un petit peu de cohérence. Vous savez, la politique, c'est rendre possible ce qui est nécessaire. Et aujourd'hui, si nous considérons, et c'est ce que j'appelle, Madame Boutin, le renoncement, si nous disons... eh bien, ils sont là, alors nous devons faire avec, etc. À un moment, eh bien, ça se terminera en dimitude. Et moi, je n'ai pas envie d'être un dhimmi dans mon pays de France. Hélène, vous allez nous lire quelques-uns des nombreux messages d'auditeurs, puisque nous ne pouvons pas tous les lire. Alors, cette fois, nous avons beaucoup de messages pour Philippe Vardon. Vous êtes sur Radio Courtoisie, à l'écoute du libre journal des débats de Benjamin Blanchard, assisté de Hélène Hardy. Il reçoit dans cette première partie Christine Boutin, ancienne ministre et présidente d'honneur du Parti chrétien-démocrate, et Philippe Vardon, président de Nissa Rebella, cofondateur du mouvement identitaire, sur le thème « Faut-il faire l'union des croyants ?» Alors Philippe Vardon, question d'un auditeur, entièrement d'accord avec Monsieur Vardon, désolé du comportement de Madame Boutin vis-à-vis de Farida Belgoul. Ensuite... un autre auditeur, une union systématique avec l'islam est une très mauvaise chose. Il ne ferait que nous engloutir. Il n'y a qu'à voir comment d'autres patrimoines catholiques, nos églises, disparaissent au profit de mosquées subventionnées publiquement.
et à contrario, la façon dont les chrétiens sont persécutés, voire bannis de tous les pays musulmans. La seule union possible, selon moi, serait avec les juifs. Mais avec l'islam, ce n'est pas possible. Cette religion prône les lois que je considère totalitaires, extrémistes, en tout cas intolérantes. Donc non, je ne veux pas d'union avec une telle religion, et eux non plus, ça tombe bien. Monsieur Vardon, pourquoi êtes-vous le seul à avoir raison? Pourquoi êtes-vous si lucide? Je suis pas tout seul, j'espère. Un autre auditeur. J'ai bien aimé votre éditorialiste aux propos musclés qui rappelle l'infamie maurassienne de 14. Pas d'union sacrée, jamais. Je souhaite bonne chance à votre émission. Bonsoir Monsieur Vardon, bonsoir Madame Boutin, c'est à vous que je souhaiterais m'adresser. Que pensez-vous de la construction de multiples mosquées, salles de prière, fast-food halal et de la destruction des églises remplacées par des bâtiments sans signe ostentatoire? Cela fait longtemps que 5 à 7 musulmans sont beaucoup plus nombreux en France. Ce chiffre était valable il y a 10 ans. Mea culpa. Et ensuite, pour vous, Madame Boutin. Bonsoir, Madame. Pourquoi n'avez-vous pas rejoint le Front National? Bon courage, Madame Boutin. Madame, ces dingues de la religion musulmane ont le même livre sacré, les mêmes fondements que les non-dingues. Or, dans le chaos, il y a des appels récurrents à la haine pour les non-musulmans et à leur massacre. Christine Boutin, est-ce que vous voulez réagir à des messages d'auditeurs de Radio Courtoisie? Sur une question en ce qui concerne le problème de la destruction des églises, je voudrais vous raconter une anecdote qui va peut-être vous surprendre, mais qui est pourtant la vérité. L'année dernière, au mois de juin, nous sommes en 2014, au mois de juin 2013, j'ai reçu un courrier d'un musulman qui m'a dit: Madame Boutin, j'aimerais vous voir parce que il y a des destructions d'églises massives en France et personne ne fait rien et il faudrait que vous vous occupiez de ce sujet. J'avoue que j'ai été un peu surprise et donc, mais comme en général quand on me demande à me rencontrer, j'accepte. Toujours dans la volonté du dialogue, j'ai donc rencontré ce musulman et qui effectivement m'a fait prendre conscience qu'il y avait une destruction d'églises très nombreuses dans notre pays. Ce musulman me disant, moi je suis musulman, me dit-il. Alors c'est un monsieur, bon je sais pas quelle est sa sensibilité musulmane, mais qui est plutôt du niveau diplomate et qui me dit, si vous laissez faire, si l'identité même de la France qui sera touchée. J'ai trouvé que cet homme, alors j'ai vérifié, effectivement, il y a énormément d'églises qui sont détruites en France, avec l'accord de tous les Français. Il faut quand même le savoir. Parce que les églises, en particulier les églises rurales, qui sont dans les communes rurales, comme c'est un bien d'État, la commune n'a plus les moyens d'entretenir ces églises, et donc même la population, après en avoir fait un lieu de concert, après on n'a plus le temps, on n'a plus l'argent pour pouvoir la maintenir debout, eh bien la population consultée est d'accord pour la suppression de ces églises. Alors ne dites pas tous ça... les Français, parce que j'appartiens à une petite structure qui justement essaie de sauver une église dans mon petit c'est bien, tant mieux, bravo. Anjou. Mais je vais vous aider. Je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui se battent pour que les églises soient pas détruites. Je peux vous affirmer. Même des gens qui sont pas musulmans. Tant mieux. Y compris des gens qui sont pas musulmans. Vous me rassurez, vous. Non, mais écoutez, moi bien sûr, et tant mieux, et surtout dans l'Anjou. Mais moi, ce que je peux vous dire, l'exemple, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui ne sont pas au courant, contrairement à ce qu'on croit. Ouais, bah écoutez, moi j'ai été absolument ahuri de découvrir cela. Ce que je constate, c'est que ce qui m'a été dit était vrai. C'est vrai qu'heureusement il y a des associations. Du reste, ce monsieur qui est musulman fait partie d'une association, c'est plutôt dans le nord, pour éviter la destruction des églises. Mais ce que je constate, c'est que c'est un musulman qui est venu me voir. C'est quand même étonnant. C'est un musulman qui est venu me dire, Madame Boutin, il faut, vous qui êtes catholique, il faut quand même que vous réveillez. Vous le dites vous-même, c'est un profil très particulier. C'est pas un de ces jeunes supporters de l'Algérie qui sautent sur les voitures. Non, mais enfin, vous n'allez pas me dire que tous les musulmans sont supporters de l'Algérie. Mais tous à la fois, si vous, Madame Philippe Vardon. Il y en a qui sont du Maroc et de la Tunisie aussi. Léopold Gautier, un peu de discipline, s'il vous plaît, sinon on s'entend plus. Attendez, Madame Philippe Vardon. Vous allez peut-être essayer de me faire croire que tous les musulmans sont très concernés par l'avenir de nos églises. Mais arrêtons la plaisanterie. Écoutez, Il y a quand même
plus de musulmans. Attendez, il y a quand même plus de musulmans dans ce pays qui militent pour la construction de mosquées que pour préserver nos églises. Il faut quand même arrêter. Christine Boutin. Sur ma liste aux européennes, le troisième était une femme. Elle s'appelle, elle est musulmane. Oui, non, mais et elle se bagarre parce qu'elle souhaite que la France garde son identité. Donc voilà, je veux dire, alors moi je suis peut-être tombée sur des exceptions à chaque fois, mais enfin on n'a pas les mêmes, manifestement on n'a pas les mêmes. Alors c'est peut-être parce que j'essaie de faire du dialogue. Naturellement, dans toute entreprise, la vôtre comme la mienne, il y a des dangers et des risques. Aucune voie n'est absolue dans la réussite, naturellement. Mais Christine Boutin, qu'est-ce que vous dites aux jeunes Français qui vivent dans des banlieues de l'immigration et qui se retrouvent au collège, au lycée ou dans leur foyer s'ils vivent en foyer et qui se retrouvent seuls européens, seuls francophones parmi une majorité, voire une quasi-unanimité de Français d'origine subméditerranéenne ou pas du tout français, qui ne parlent à peine français, qui parlent principalement arabe entre eux ou d'autres langues étrangères. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que c'est aussi ces jeunes-là, Philippe Vardan, vous m'arrêtez si je me trompe, qui forment une partie des militants de génération identitaire. Des militants identitaires et si j'en crois les dernières élections, des électeurs du Front National aussi. Donc il y a une volonté de préservation face à ce que l'écrivain Renaud Camus a fait. Alors, Christine Boutin, qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes qui ont l'impression, à tort ou à raison, que le temps du dialogue, il est un peu tard parce qu'ils ont l'impression de n'être plus chez eux. Absolument. Et d'avoir le choix, soit entre quitter leur quartier, soit entre s'intégrer, mais s'intégrer à une autre culture qui n'est pas d'ici, en fait. Oui, mais j'ai naturellement une très grande admiration pour ces jeunes et leurs familles, et qui sont du reste, parce que ça devient insupportable, parce que toujours quand il n'y a pas d'équilibre, l'excès n'est pas vivable, et donc les familles françaises sont parties de ces régions. Tout comme aujourd'hui, pardonnez-moi d'y revenir, mais vous connaissez la situation mieux que moi, des chrétiens au Moyen-Orient, qui eux, beaucoup s'en vont, et qui peut les juger au fait de s'en aller, et que ceux qui restent ont une vocation de martyr. Alors dans nos banlieues, effectivement, le déséquilibre qu'on a laissé s'installer dans ces banlieues fait que la minorité que nous sommes devenus, eh bien, ce n'est plus supportable, et s'en vont. Et plus ça va, plus c'est difficile, parce qu'il y a de moins en moins de personnes de culture chrétienne qui restent dans ces banlieues. Mais cela dit, moi j'ai été ministre de la ville, donc j'ai eu à m'occuper des quartiers en grande difficulté. Il y a aussi une certaine forme de richesse dans ces quartiers. Il faut pas non plus mettre tout en noir. Enfin, je veux dire, voilà. Oui, mais alors du coup, Léopold Christine Boutin, je rebondis très rapidement sur ce que vous venez de dire. C'est tragique quand il reste de moins en moins de personnes chrétiennes, ça devient invivable pour elles alors qu'elles sont entourées de majorités musulmanes. Alors que j'ai l'impression, dans un endroit en France où il y aurait une minorité musulmane, cette minorité musulmane ne serait pas oppressée par la majorité chrétienne. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dialectique là? Non, il n'y a pas un problème dialectique. Je pense quand même que... alors bon, vous allez me faire dire des choses épouvantables, mais je crois quand même que... et heureusement, parce que c'est quand même l'espérance, pour moi, les musulmans sont quand même minoritaires sur le territoire français, dans sa globalité. Et donc, bon, donc alors c'est pas... Madame Boutin, c'est bien le sujet. Justement, vous souhaitez que les musulmans restent minoritaires sur le territoire français. Est-ce que vous pensez que c'est viable à terme en l'état? Si on continue de la sorte, avec les mêmes flux d'immigration, avec les réalités démographiques. Non mais en fait, le fond, Madame Boutin, pensez-vous que la société multiculturelle est viable? Ce que je pense par rapport à l'immigration dont vous avez parlé rapidement tout à l'heure, moi je trouve que c'est très bien autour d'une table, à côté d'un micro, de dire ce que vous avez dit, de renvoyer les gens chez eux. Moi je pense profondément, mais ça c'est un vrai sujet excessivement difficile, tant que les gens, on acceptera dans le monde, qu'il y ait un tel déséquilibre entre les pays et qu'il est plus agréable, même si c'est pour vivre dans un camp de Rome par exemple, en France, que c'est mieux que de vivre là que dans son propre pays d'origine, tant que nous n'aurons pas établi une certaine
égalité entre la richesse des différents pays, je pense nous ne pourrons jamais empêcher l'immigration. Dire qu'il ne faut pas revenir sur un certain nombre de lois qui sont très attirantes en France par rapport à ça, je ne dis pas ça. Mais je dis simplement que de penser qu'on va résoudre le problème de l'immigration simplement en fermant les frontières ou en renvoyant les gens chez eux, ils reviendront. Regardez ce qui s'est passé à Lampedusa. Je ne sais pas comment cette île arrive à vivre là-bas. Philippe Jardon. Elle vit très mal, mais comme beaucoup de Français dans leur quartier. C'est un excellent exemple, Lampedusa. Vous nous dites on peut pas. Si on peut. Avant que Nicolas Sarkozy, que vous connaissez mieux que moi, aille destituer Kadhafi. Vous savez ce qui se passait à Lampedusa? Le centre avait été fermé parce que Berlusconi avait un accord avec Kadhafi. Il n'y avait plus de départ. Le centre d'accueil des immigrés de Lampedusa était fermé. Quand il y a une volonté politique, on peut, Madame Boutin, le premier devoir d'un politique, c'est de protéger son peuple. Ouais. C'est de protéger son peuple. Diriger la vie d'une nation, ce n'est pas être une association caritative. Monsieur Verdon, je vous dirais très clairement et très simplement, l'affaire de Kadhafi et de Sarkozy n'est pas la plus belle action qu'ait fait Monsieur Sarkozy. Je vous le dis très clairement. Bien entendu, mais ce que je voulais souligner, c'est situation dans laquelle on est aujourd'hui, donc je la dénonce. Mais la situation dans laquelle on est aujourd'hui n'est pas uniquement l'affaire de Kadhafi. Mais l'exemple de Lampedusa est très parlant, puisque tant que Kadhafi était là, s'il gardait nos frontières, vous savez qu'une frontière, ça se protège plus loin que la frontière. Il gardait les frontières de l'Europe. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique, vous savez, regardez ce qui se passe en Afrique actuellement. Mais je m'en sens pas responsable. Moi, je ne porte pas sur mes épaules le poids de la culpabilité de tout ce qui se passe à travers le monde. Vous savez, tout à l'heure, vous parliez avec émotion, je crois, de ces jeunes qui se retrouvent minoritaires dans des quartiers. C'est de là que je viens, Madame Boutin, d'une cité chaude de Nice. Peut-être vous avez été ministre de la ville, le quartier des Moulins à Nice. Ça vous parle sans doute. Quand nous sommes effectivement partis de ce quartier, ma mère, seule, cumulée, 2 boulots à la fois pour que nous puissions partir, parce que c'était plus possible, le temps bien sûr. où mon frère était le dernier petit blond de sa classe. Ça c'est une réalité. Alors si vous voulez, ces histoires d'union des croyants, de relativisme, c'est pas du relativisme du tout. C'est forcément un relativisme. Non. Je veux dire, ça semble un peu loin de la vie. Mais en tous les cas, mon cher monsieur, je suis désolé, mais qu'est-ce que vous proposez? Mais vous par rapport à la réalité de ces 9 millions, 10 millions, 12 millions de musulmans qui sont sur notre territoire. Qu'est-ce que vous proposez? Mais des mesures politiques, Madame Boutin. Je vous dis très clairement, ce que vous proposez, vous, c'est donc de continuer ce vivre ensemble qui ne fonctionne pas. Vous voulez d'une société qui soit aussi violente que le Brésil, peut-être, où ça se termine peut-être à l'africaine. Moi, je dis que cette solution-là nous amène, c'est-à-dire le maintien du statu quo qui évolue, nous amène à la Yougoslavie, nous amène au Liban. Ça c'est votre choix. Je pense que parmi ces millions d'immigrés africains, arabo-musulmans, une grande partie ont vocation à retourner dans le pays de leurs ancêtres, à retrouver leur identité et à la faire fructifier. Mais vous savez, Madame Boutin, du côté de ma mère, on vient d'une famille de pieds noirs. Des millions de personnes qui traversent la Méditerranée très vite, ça c'est déjà vu. Donc me parlez pas comme ça de ce qui est réel ou pas. Je veux dire, c'est une réalité. Maintenant, effectivement, ça demande une volonté politique, l'abrogation du droit du sol, l'abrogation du regroupement familial. Ah, mais ça je l'ai proposé moi. J'ai proposé ça. L'abrogation du droit du sol. Ah bah voilà. Si vous aviez lu, mais ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Oui, j'ai vu que vous aviez travaillé, effectivement. L'abrogation du regroupement familial, la fin des pompes aspirantes, la fin de l'acquisition automatique de la nationalité française. Aujourd'hui, il y a des enfants qui naissent, ils seront pas français avant 18 ans. Donc on peut faire des choses. Quand je parle de retour au pays, ne m'imaginez pas quelques sombres dessins. Je pense qu'aujourd'hui, et notamment vu de la situation économique en France et en Europe, il y a des jeunes musulmans qui seraient peut-être contents qu'on les aide à repartir dans ces pays pour lesquels ils ont plus d'affection que la France. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Je veux dire, il faut quand même, c'est une réalité. En novembre 2013, quand la France gagne face à l'Ukraine et se qualifie pour la fameuse Coupe du Monde de football, quelle est la joie qui éclate dans les rues françaises? C'est la joie de la victoire algérienne. Voilà, c'est comme ça. Je dis pas, ça me fait pas plaisir de le dire. Je ne dis pas que ça ne vous touche pas non plus. Je dis ça, c'est réel. Donc, ces types-là
on n'en fera pas des Français au garde à vous chantant la Marseillaise. Il n'y a pas beaucoup de Français au garde à vous, même ceux qui sont... Ce n'est pas possible. Et voilà, on retombe on retombe dans le relatif. Christine Boutin, alors est-ce que ce ne serait pas plus... La remigration n'est-elle pas plus réaliste finalement que l'union des croyants ? Moi, je ne crois pas du tout à la remigration, comme vous le dites. Naturellement, qu'il y a certains qui seraient sans doute intéressés de retourner chez eux. Très bien, mais on a très bien... Ça a été tenté, ça, sur le plan politique. Il y a même eu... Alors, c'était pas très important, mais ça coûtait quand même très cher au budget de l'État, pas uniquement pour les musulmans, mais de renvoyer les gens chez eux. On leur donnait une prime, et paf, une fois qu'ils étaient partis là-bas, paf, ils revenaient en France. Donc, tout ça à la fois, s'il vous plaît. Positif si global, vous voulez, la remigration, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Moi, ce que je souhaite, alors ce sera la guerre. Ce que je souhaite, alors vous aurez la guerre. C'est terrible ce que vous dites. Mais non, mais c'est pas un vœu. C'est ce que je pas un vœu. Non, je pense que c'est pas un vœu. On va laisser une dernière fois la parole aux auditeurs de Radio Courtoisie qui ont de nombreux messages et que nous ne pourrons pas tous lire parce que sinon on y passerait la nuit. Hélène, à vous. Vous êtes sur Radio Courtoisie, à l'écoute du libre journal des débats de Benjamin Blanchard, assisté de Hélène Hardy. Il reçoit dans cette première partie Christine Boutin, ancienne ministre et présidente d'honneur du Parti chrétien-démocrate, et Philippe Vardon, président de Nissa Rebella et cofondateur du mouvement identitaire, sur le thème « Faut-il faire l'union des croyants ?» Une question d'un auditeur. Madame, connaissez-vous Takia ? Partout où il y a l'islam, il y a la guerre. Il cite un proverbe musulman. Mords la main qui te caresse et lèche la main qui te soufflette. Il y a urgence. Laissez faire les gens volontaires. Je vous laisse peut-être répondre de suite, Madame Boutin, sur la takia. Est-ce que vous pensez que peut-être définir ce qu'est la takia en islam. La takia, c'est la logique de la dissimulation. C'est un principe qui est dicté dans la religion musulmane. C'est le principe de dissimulation qui veut qu'effectivement on puisse avancer dans le mensonge si ça sert les desseins du prophète ou d'Allah. Christine Boutin. J'entends, je sais, je crois, mais je pense que le Christ a gagné et donc voilà. Le reste, il faut aller jusqu'au bout. Bien sûr, on connaît ça, mais si moi, je n'ai pas peur. Je suis désolée, je suis peut-être inconsciente, je suis peut-être naïve, comme vous le disiez. Je n'en sais rien, mais je n'ai pas peur parce que je suis catholique et je crois dans le Christ. Et voilà. Donc, bien sûr qu'il y a des combats. Depuis que l'humanité existe, il y a des combats. Mais comme catholique, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Mais Madame Boutin, comme vous évoquiez tout à l'heure mes voyages en Orient avec Charles de Meyer. Il y a une chose qui nous a frappé, qu'on voit d'ailleurs sur le film qu'on a mis en ligne sur le site internet de l'association, c'est de voir les hommes en armes qui protègent les églises là-bas et également les villages chrétiens. Il y a des barrages à l'entrée. On doit montrer patte blanche. Avant, les voitures sont fouillées, etc. Avant de rentrer dans les villages. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont peur, mais en tout cas, c'est aussi de la prudence de savoir montrer ses muscles de temps en temps. Naturellement, bien sûr. Mais naturellement, là-bas, malheureusement, le dialogue en est réduit aux armes. Il y a plus la parole, il y a plus le dialogue par la parole, c'est le dialogue par les armes. Naturellement, bien sûr que la prudence, c'est aussi d'avoir des armes. Un autre message d'auditeur de Radio Courtoisie, Hélène. Alors, Kabyle catholique, je voudrais vous dire qu'il est déjà trop tard pour dialoguer. 10 millions de musulmans sont là qui veulent remplacer la République française par la République islamique. Regardez leur drapeau algérien sur la France et sur leurs t-shirts. Que les catholiques que nous sommes et que les chrétiens que nous sommes se lèvent et ne laissent pas faire, c'est tout. Voilà. Ça, nous sommes bien d'accord, Madame Boutin. Bon. Alors, un auditeur de Radio Courtoisie nous laisse un message. On vient de proposer la suppression du droit du sol dans cette émission. Ce droit a été supprimé en 1903. Il ne figure pas dans la loi. C'est le droit du sol automatique. 1803, ce qui est tout à fait exact, puisque le droit du sol était ce qui était en vigueur sous l'Ancien Régime et qui a été remplacé par le Code civil de 1803 par un droit du sang, puisque quand vous naissez de parents français ou que vous naissiez, vous êtes français. Et ensuite, par-dessus, on a rajouté un certain nombre d'exceptions
Henri Besca a notamment développé ceci assez Le fait est longuement. qu'aujourd'hui, des enfants de parents étrangers qui naissent sur le sol français obtiennent la nationalité française à 18 ans. C'est ça la réalité. C'est ça la Voilà, mais vérité. ce n'est pas un droit du sol intégral puisqu'ils ne sont pas français à la naissance. Ah oui. Donc il est encore possible notamment de les expulser jusqu'à leurs 18 ans puisqu'ils ne sont pas français. Oui, c'est ce que je dis. Les enfants de parents étrangers qui naissent aujourd'hui en France et qui sont nombreux ne sont pas français et ne le seront pas dans les 18 années qui viennent. Donc 18 ans à l'échelle politique, c'est peu et beaucoup. Encore quelques messages d'auditeurs de Radio Courtoisie, Hélène? Alors, Monsieur Vardon, concrètement, quelles seraient vos mesures pour stopper l'islamisation et préserver les valeurs de la ville de Nice? C'est un niçois. C'est très bien. Mes mesures pour la ville de Nice. C'est très clair, hein. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'imam Estrosi qui est sous-titré Demain à Nice 20 mosquées. Vous allez sur le site, alors on me dit toujours comment ça 20 mosquées à Nice. Vous allez sur un site musulman qui est très bien fait qui s'appelle Trouve ta mosquée, trouvetamosquée.fr où vous tapez le nom de votre ville et vous saurez vous aussi combien il y a de mosquées. Vous verrez qu'à Nice il y en a actuellement 18. Hein, moi je ne me perds pas dans cette histoire d'ailleurs de salles de prière et de mosquées. Hein, dans mon livre j'ai un chapitre qui est consacré à cette question. Les musulmans eux-mêmes, d'ailleurs, c'est un imam de Nice qui l'a rappelé à un élu socialiste de la ville de Nice, lui a dit mais arrêtez de parler de salle de prière, c'est une mosquée. Les musulmans parlent de mosquée, une salle de prière, c'est comme si on priait maintenant ici. Vous voyez, dans les studios, ça serait une salle de prière. Donc aujourd'hui, avec 2 projets qui sont en cours, notamment un projet qui vient d'être signé par Monsieur Estrosi en octobre, une mosquée de 300 mètres carrés dans des locaux municipaux. On est vraiment dans le grand renoncement après le grand remplacement. 300 mètres carrés, une mosquée qui s'appelle Al-Fat. C'est intéressant, ça veut dire la conquête, tout simplement. On en est là. Il y a un projet saoudien à Nice-Ouest. Bref, on arrive aux 20 mosquées à Nice. Première chose, stopper toute logique de financement public ou d'ouverture de mosquées dans des locaux publics. Vous voyez, dans le quartier où cette mosquée de 300 mètres carrés va être ouverte, j'imagine que peut-être des équipements publics, des crèches, etc. profiteraient à plus de monde. Ensuite, cesser les relations qui sont celles de Monsieur Estrosi avec l'Union des organisations islamiques de France. On parlait tout à l'heure d'Annie Ramadan, il est régulièrement en conférence dans ces mosquées de Nice. Il y a des solutions politiques là-dedans. À Nice, on est dans le soutien du maire à l'islamisation de la ville. Très clairement, il a choisi comme partenaire l'UOIF, l'imam Othman à Nice, c'est-à-dire ceux qui sont les tenants en France de la doctrine des frères musulmans. Ces mêmes frères musulmans qu'on vient d'interdire en Égypte. Vous voyez, ce qui est interdit en Égypte devient ce qu'on aide à Nice. Je dis, l'identité, c'est la sécurité. Hélène, encore d'autres messages de Radio Courtoisie qu'on va lire à la suite. Alors, Monsieur Vardon, quel est votre positionnement par rapport à la patrie israélienne vis-à-vis des religions? Que pensez-vous du sionisme? Ensuite, un auditeur de Radio Courtoisie, issu de Côte d'Ivoire et catholique, naturalisé français en 2010, j'ai 33 ans. Le problème de l'immigration serait en fait l'héritage de la colonisation. Et une dernière... Les harkis étaient musulmans. Que pensez-vous du défilé sur les Champs-Élysées de militaires algériens et vietnamiens? Philippe Vardon. C'est tout. Dans l'ordre, alors. Parce que La première question. la dernière, peut-être en premier. Non, mais sur l'histoire. Alors, oui, déjà, je dois dire que je vois pas bien le rapport avec le sujet. Mais on parle de quoi? Parce que dans votre question, on mêle religion, idéologie et l'existence d'un État. Alors, Israël, c'est une chose. Le sionisme comme idéologie, c'en est une autre. Et la religion. Non, mais la question a quand même son intérêt. On a un peu l'impression parfois que face à l'union des croyants entre catholiques et musulmans, les identitaires proposeraient l'union des chrétiens et des sionistes. Ah bon? Dans ce scrolly c'est des accusations qui courent régulièrement sur le bloc identitaire. Vous lisez de vilaines choses alors, des choses assez particulières. Mais enfin moi je me situe pas dans ce schéma-là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous on a un combat politique avec des positions politiques qui sont connues. Après libre à chacun de s'y reconnaître, de vouloir les saluer, de dire que c'est formidable ou de dire que c'est pas bien. La question c'est pas l'alliance de telle avec telle, de telle communauté avec telle communauté. Je suis moi un Français de France dans mon pays qui défend mon identité et que ceux qui veulent bien se reconnaître dans mon combat, s'ils veulent le suivre, tant mieux pour eux. Mais on est loin là quand même de la question de l'existence de l'État d'Israël ou la question de la doctrine sioniste ou la question de la religion israélite. Pas vraiment le sujet. Christine Boutin, est-ce que vous voulez réagir à ces questions d'auditeurs puisqu'il va falloir conclure, il nous reste que 3 minutes d'émission.
Non, non, 2 minutes. Non, j'ai pas tellement. Je crois que j'ai dit l'essentiel. La seule chose, c'est que Monsieur Philidardon m'a reproché d'avoir été à l'UOIF, etc. Mais je suis persuadée que je vais entendre des tas de gens me dire: mais qu'est-ce que vous avez été discuter avec Monsieur Dardon? Le jour où je serai aussi dangereux que les frères musulmans avec l'UOIF, cette question sera légitime. On n'y est pas encore, madame Boutin. Et c'est bien le but de Radio Courtoisie, d'avoir une parole libre et de pouvoir débattre avec tout le monde. En tout cas, je vous remercie d'avoir bien voulu être là. Est-ce que vous voulez réagir, Philippe Vardon, sur le défilé du 14 juillet où on verra les troupes algériennes, les héritiers du FLN? Fouettez-moi encore. J'ai mal fait, tout est de ma faute, etc. Bon, voilà, finalement, c'est un peu le même projet, non, François Hollande et l'Union des croyances et la réconciliation, c'est ça? Tout le monde se fait des bisous et se tient par la main? La vraie question, c'est est-ce que François Hollande poussera le fauteuil roulant de Bouteflika? La vraie question, c'est est-ce que François Hollande sera encore président le 14 juillet? Alors Christine Boutin, pour conclure, quel avenir voyez-vous à l'Union des croyants? Très rapidement, parce que on a dit un peu imprudemment qu'aux élections municipales, les voix musulmanes s'étaient portées sur la droite. C'est pas tout à fait exact. Majoritairement, ils se sont abstenus. Ils se sont effectivement détournés des socialistes pour les punir, mais ils se sont abstenus et ils n'ont pas voté massivement pour la droite. Et pour les élections européennes, pardonnez-moi, mais vous n'avez pas fait des résultats fantastiques dans les quartiers musulmans. Est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir, en fait, que c'est entendu, y compris chez les musulmans? Très rapidement, il reste moins d'une minute. En moins d'une minute, non, moi je vous dirais que moi je crois à la vertu du dialogue. Je crois dans la vertu du dialogue et que le dialogue ne peut être efficace que si on assume soi-même ce que l'on doit être. Le pape François dit: soyez chrétiens là où vous êtes. Eh bien moi j'appelle les Français à être ceux qu'ils sont, français là où ils sont, donc chrétiens. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie Christine Boutin. Merci Benjamin. Et je vous remercie Philippe Vardon et merci Léopold Gauthier. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la deuxième partie de cette émission.